Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, adoption d'une nouvelle charte nationale pour conduire la période de transition politique au Soudan. La nouvelle feuille de route qui a pour objectif d'assurer le maintien de la paix et la conception d'une constitution. La B2AC va gérer la ligne de financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Décision approuvée le 30 septembre dernier lors du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et puis, Infraco Africa renforce son partenariat avec Bornégie au Sénégal avec un financement de 2,4 millions de dollars. Financement destiné à la poursuite d'un projet qui a pour objectif principal d'élargir l'accès aux solutions d'irrigation alimentées par l'énergie solaire au Sénégal. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le 15 octobre 2021 marquera la 34e année de l'assassinat de Thomas Sankara. En cette date commémorative, le comité international mémorial Thomas Sankara a dédié le mois d'octobre aux héros et à ses compagnons, a lancé ce samedi 2 octobre à Ouagadougou le mois de justice et d'hommage pour Thomas Sankara et ses compagnons. Plusieurs activités seront organisées au cours de ce mois par le comité dans le cadre de cette commémoration. Les forces politiques et les mouvements armés affiliés à l'Alliance des forces de la liberté et du changement au Soudan ont signé samedi 2 octobre une charte nationale relative à la période de transition. Les différents partis se sont engagés à mettre en place un système fédéral, rédiger une constitution et contribuer à parachever le processus de paix. Marine Tolo. Le 2 octobre 2021, au Soudan, le Conseil de souveraineté et l'Alliance des forces pour la liberté et le changement au Soudan ont signé une nouvelle charte nationale portant sur la conduite de la transition. L'objectif, d'après les autorités soudanaises, est d'assurer le maintien de la paix et la conception d'une constitution. L'ancien parti au pouvoir Congrès national a quant à lui été écarté de cette signature. Tout dépend en effet des sacrifices que les forces armées auront alors accepté de consentir pour fédérer les forces politiques et civiles du Soudan du Nord comme du Sud. Nous osons croire que les forces militaires ont dû tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour comprendre que l'unique manière de maintenir la stabilité politique est de faire la révolution avant qu'elle ne s'impose d'elle-même. D'après les clauses de cette charte signée entre l'armée nationale, les mouvements armés et la société civile, il est prévu l'établissement d'un système fédéral régi par une nouvelle constitution. Ce système fédéral va par ailleurs impliquer les formations civiles, politiques et militaires dans la gestion du pays et ils seront ainsi appelés à collaborer dans la mise au point du processus de paix jusqu'aux élections de 2024. Les manifestations massives à Khartoum constituent un appel fort pour un retour à la normalité démocratique, à un pouvoir civil équilibré qui n'exclut non plus les forces militaires. Les donnes ont changé en Afrique. Il ne faut plus exclure et négliger quelque force civile, politique ou militaire que ce soit dans la construction de la nouvelle fédération du Soudan. L'Union africaine et les Nations unies ont l'impérieux devoir d'accompagner le processus de transition en conseil et en soutien logistique et financier, tout en observant une position de neutralité autant que c'est possible. À la signature de cette nouvelle charte ont également participé le Front révolutionnaire soudanais, le Mouvement pour la justice et l'égalité, l'Alliance démocratique pour la justice sociale et le Front populaire pour la libération et la justice. Ils ont par ailleurs été invités à rejoindre le processus et à adhérer à un véritable partenariat des composants de la période de transition pour parvenir à une transition démocratique pacifique et assurer des futures élections libres et équitables dans le pays. L'Algérie a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur à Paris. Décision qui fait suite aux déclarations attribuées au président français Emmanuel Macron, évoquant notamment un système politico-militaire au pouvoir en Algérie. On observe depuis peu un regain des tensions entre les deux pays. Alger dénonce notamment une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures. Joël Ballot.
Dans un bref communiqué de la présidence algérienne, le gouvernement a annoncé le retrait de son ambassadeur de France. Cette décision fait suite aux propos non démentis du président français Emmanuel Macron, rapportés par les médias français et algériens, selon lesquels l'Algérie serait régie depuis son indépendance par un système politico-militaire qui s'est construit sur une rente mémorielle. Face à la situation particulièrement inadmissible infligée par ces propos attribués nommément au président de la République française, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur. L'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Ces propos viennent activer la division entre les deux nations dont les relations sont déjà tendues du fait que le gouvernement français ait décidé de réduire de 50% les visas accordés aux Algériens souhaitant se rendre en France. Selon les médias algériens, ce passage du président français est la pomme de discorde qui distance les deux pays. Là où le président Macron peut-être fait une erreur, c'est qu'avant, l'Algérien avait une histoire. Où se situe le qualificatif de mémorial qu'il emploie, dans la mesure où il parle uniquement de la période coloniale française, ou est-ce qu'il remet en question l'histoire complète de l'Algérie, qui était un pays, avant même l'arrivée des Français, avec une histoire certes différente, avec des invasions différentes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, 60 ans après la guerre d'Algérie, il est temps, en effet, de construire une nouvelle mémoire. Pour le gouvernement algérien, le rappel de son ambassadeur pour des consultations était nécessaire. Il se devait d'exprimer son rejet catégorique face à l'ingérence inadmissible du gouvernement français dans ses affaires intérieures. L'Algérie qui a par ailleurs décidé ce dimanche 3 octobre d'interdire le survol de son territoire aux avions militaires français qui empruntent d'habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Au terme du deuxième sommet des dirigeants des pays membres de la commission climat du bassin du Congo, tenu par visioconférence le 30 septembre à Brazzaville au Congo, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a été retenue pour gérer la ligne de financement du Fonds bleu. Le choix porté sur la B2AC est le fruit d'un processus de sélection entamé le 3 octobre 2020. Samantha Sabiro. Lors du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission Climat, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, B2AC, a été choisie pour financer le Fonds bleu pour le bassin du Congo. La rencontre a été tenue le 30 septembre 2021 en visioconférence à Brazzaville au Congo. C'est une bonne chose que les pays membres, notamment de l'Afrique centrale, aient porté leur choix sur la B2AC pour plusieurs raisons. La première, c'est toujours important que les pays membres puissent avoir un droit de suite et un droit de regard sur ce qui va se passer au niveau des financements. La B2AC, il faut savoir que ces pays membres sont les membres de l'État de l'Afrique centrale notamment. Par ailleurs, ce n'est pas pour autant qu'on n'ait pas fait appel notamment à des banques privées, à d'autres banques qui ne seraient pas affiliées aux États membres de l'État d'Afrique centrale, que cela va permettre de contribuer à une meilleure conscience environnementale, une meilleure conscience sur la gestion des fonds et de l'enjeu écologique auquel l'Afrique doit totalement souscrire, notamment au niveau de l'ODD ou encore de la COP26 ou des accords de Paris qui ont été décidés précédemment. La B2AC permettra, entre autres, d'opérationnaliser le Fonds bleu, de contribuer à la mobilisation des ressources de financement pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement durable. L'institution financière de la CEMAC servira également à gérer le pipeline des projets d'une part et d'autre part d'identifier de nouveaux projets à conduire ou à finaliser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours non seulement un véritable partenariat dans la sous-région pour que les États abandonnent un peu de leur souveraineté et voient un intérêt beaucoup plus grand, un intérêt régional. Et l'autre enjeu serait aussi de, malgré les difficultés auxquelles sont confrontés les différents États africains, de dire que, en ce qui concerne l'environnement, nous ne dérogerons pas à ce qui a été décidé, notamment concernant le bassin du Congo. Pour rappel, le Fonds bleu est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États membres de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation de forêts à une économie s'appuyant davantage sur des ressources issues de la gestion des eaux.
Dans l'actualité également, une famine imminente plane au-dessus du Kenya. Au moins 2,4 millions de personnes risquent d'être confrontées à la faim d'ici novembre prochain en raison de la sécheresse dans le nord et l'est du pays, selon le Programme alimentaire mondial. Le PAM redoute un épisode similaire à celui qui a frappé le Kenya en 2017. Le 8 septembre, le président Uhuru Kenyatta avait déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse qui affectait déjà au moins 2,1 millions de personnes, selon l'autorité nationale de gestion de la sécheresse. Ce chiffre devrait atteindre 2,4 millions de personnes à partir de novembre 2021. Malgré son fort potentiel, l'industrie touristique gabonaise représenterait moins de 3% du PIB national, selon les experts. Avec les investissements nécessaires, le secteur touristique pourrait devenir une source de revenus considérable pour l'économie gabonaise. Une économie qui, par ailleurs, essaye de se diversifier afin de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Ameneji. Au Gabon, l'industrie touristique constitue un levier majeur de développement. Même si elle est tributaire de ressources naturelles, l'économie gabonaise connaît une forte détérioration due à une baisse des recettes publiques, la pandémie du Covid-19 ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En 2020, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 5,2% du produit intérieur brut contre un excédent de 1,4% en 2019. Pour atteindre donc le statut de destination touristique selon l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, il faut faire à l'année 500 000 touristes. C'est-à-dire si 500 000 touristes mettent le cap sur le Gabon, l'OMT va classer donc le Gabon comme destination touristique. Mais personnellement, j'ose croire que par rapport à la population gabonaise, on mériterait de ne pas être très rigide, intransigeant vis-à-vis des normes de l'OMT. Parce que le Gabon, c'est un pays qui a à peine 1 million d'habitants. Vous voyez très bien 100 000 personnes qui sont reçus sur le territoire gabonais. À mon sens, on devrait pouvoir modifier la définition de l'OMT et faire du Gabon une destination touristique. L'inventaire des atouts touristiques au Gabon met en évidence son potentiel concurrentiel dans ce secteur, mais la part du pays dans le tourisme mondial est à ce jour insignifiante car il n'accueille aujourd'hui que 100 000 touristes par an. Il y a des règlements qui ont été pris au niveau de la communauté, notamment la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour autoriser le déplacement des personnes, des biens, des capitaux, des marchandises sans visa, mais le Gabon et la Guinée équatoriale font encore partie des deux pays de l'Afrique centrale qui limitent par les dispositions purement normatives et étatiques le déplacement, la fluidité dans la zone. Et c'est ça qui explique donc que le Gabon n'est pas classé jusqu'ici comme destination touristique au sens de la définition de l'OMT. Que faire? Donc on fait tomber ces barrières-là pour que l'Afrique centrale devienne un seul pays, un seul espace économique. Avec une économie reposant majoritairement sur le pétrole, les minerais et le bois, le pays devrait travailler à encourager les opérateurs touristiques via la création d'agences hôtelières, la diversification de l'offre, la préservation des écosystèmes, puis l'accroissement de la promotion de la destination Gabon sur les principaux marchés émetteurs de tourisme d'affaires. Irrigation solaire au Sénégal. Le partenariat entre Infraco Africa et Bonergie se renforce. Les deux entités s'apprêtent à lancer la phase 2 d'un projet initié en 2019 avec la mise en service, la vente, l'installation et l'entretien d'au moins 2000 pompes supplémentaires ainsi que plus de 500 systèmes d'irrigation goutte à goutte au cours des 3 prochaines années. Les détails avec Ameneji. Élargir l'accès aux solutions d'irrigation alimentées par l'énergie solaire au Sénégal, c'est l'objectif visé par Infraco Africa, filiale du groupe de développement des infrastructures privées, au travers de la signature d'un pacte d'actionnaires et une convention de prêt avec Bonergie Irrigation SAS. Les deux filiales ambitionnent d'élargir significativement l'accès des agriculteurs sénégalais à des systèmes d'irrigation solaire. Infraco Africa détiendra une importante participation minoritaire dans Bonergie Irrigation, s'engageant à verser 2,4 millions de dollars dans l'exécution de ce projet. Quand on parle d'énergie solaire dans le domaine de l'agriculture, on parle d'abord de mix énergétique. Ça nous permet aux agriculteurs de ne plus être dépendants du diesel. Donc, qui dit plus de diesel, donc plus de dépenses électriques. Et donc, c'est des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. En sachant quand même que l'investissement de départ est quand même assez important. Mais bon, par différents systèmes de financement, ça
permet comme aux agriculteurs de récupérer leur investissement assez rapidement. Le recours à l'agriculture pluviale expose les agriculteurs aux conséquences du changement climatique sur les régimes des températures et des précipitations. C'est ce qui justifie la collaboration en 2019 des deux filiales pour la réalisation de plus d'une centaine de systèmes d'irrigation à énergie solaire. En plus, c'est un projet qui va aussi permettre une meilleure gestion de l'eau. Nous sommes dans des pays où l'eau est une denrée qui commence à devenir de plus en plus rare. Jusqu'à présent, l'agriculture était une agriculture qui était basée sur la pluie, sur le phénomène pluvial. Et donc, les années où il y avait une bonne pluie, il y avait une bonne récolte. Et les années où les pluies étaient moins bonnes, les récoltes s'en faisaient sentir. Les accords signés entre les deux structures prévoient la mise en service, la vente, l'installation et l'entretien d'au moins 2000 pompes supplémentaires au cours des 3 prochaines années. Notons que la phase 2 du projet devrait être menée à bien d'ici fin 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.